Mesdames et messieurs, bienvenue sur Believe in Africa. Nous avons fait venir un invité de marque. C'est un entrepreneur qui s'est investi dans le secteur du pétrole et du gazier au Cameroun et il est déterminé à mettre les gaz en Afrique. On se retrouve tout de suite après la pub. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Ingénieur de conception en génie mécanique, promotion en 1994 de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Une première expérience chez SCTM, le premier opérateur national de fabrication de bouteilles à gaz domestique. Un passage chez Schlumberger en qualité de QHSE manager. En 2017, il a investi 3 millions d'euros pour renforcer sa logistique et construire l'unique unité de fabrication de bouteilles de gaz domestique au Cameroun dans la zone industrielle de Bonabéry à Douala. Depuis 2004, il est le président et le CEO d'Asa Group. Monsieur François-Xavier Timbiwa, bienvenue. Merci Ozane, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau Believe in Africa. Plaisir partagé. D'accord. Vous étiez field manager chez Pathfinder Energy Service aux États-Unis entre 2001 et 2003. Vous aviez une belle vie, je présume une belle paix, mais vous avez tout de même tout laissé et revenir vous investir au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, certainement une excellente vie. En tant qu'ingénieur aux États-Unis, dans le secteur pétrolier, on est bien payé. Et le job que je faisais, c'était un job assez digne aussi. J'étais field manager, donc je gérais une équipe d'une 50aine d'ingénieurs. Je faisais du chantier aussi, parce que généralement il faut suivre, donc c'était bien payé. Mais en tant que salarié, on ne peut pas véritablement le faire. Je crois que j'ai pris conscience à ce moment-là de ce que si je continuais, alors j'allais finir salarié. Mais dans mon background, j'ai eu à passer par SCTM où j'ai découvert le gaz. J'ai eu des opportunités chez Codco où je pouvais faire une entreprise de maintenance. Donc je me suis dit, il est temps de vous mettre à me mettre à mon compte. De venir au Cameroun, surtout essayer, parce que il reste clair qu'au Cameroun, il y a plein d'opportunités. Et celle-là, c'en était une. Ça tombait bien parce que en 2000, le gouvernement venait de libéraliser le secteur du pétrole. Donc quand je viens, le projet, le contrat qu'on me donne à Codco n'est pas consistant avec mes desiderata et je décide donc de me mettre dans le gaz. Et avec un véhicule très clair, je voulais vendre le gaz en détail pour permettre aux ménagères d'être un peu plus rassurées sur la quantité du produit qu'on leur vend. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi le secteur du gaz en particulier? Le gaz domestique en particulier parce que déjà, je connaissais le gaz pour mon passage à SCTM, mais surtout parce que je me suis rendu compte qu'il y avait chaque année, à la fin de l'année, une grosse pénurie. D'accord. Et c'était parfois conjoncturel, c'était parfois des pénuries créées, c'était des pénuries pouvaient être manigancées de toute façon pour faire le dumping. Donc j'ai vu l'opportunité dans ce secteur et je m'y suis inséré. D'accord. Si on parlait de votre passage chez Schlumberger, je présume que c'était une magnifique expérience. Qu'est-ce que vous avez acquis au sortir de cela? Bon, mon dernier poste au Cameroun... Qui reste encore des valeurs pour vous? Oui, Schlumberger est d'abord un centre de formation. Je ne saurais le dire suffisamment. À la sortie d'école, on est ingénieur, certes. On a des connaissances livresques, certes. Mais quand on rentre dans une structure comme Schlumberger, on reçoit des formations assez strictes, rigoureusement organisées pour transformer l'ingénieur.
Et là, on part avec un culte de qualité qui est indéniable, la considération pour l'environnement, la considération pour la sécurité, la considération pour la santé des individus avec qui on travaille. Donc, toute cette formation-ci, y compris, bien entendu, la connaissance du secteur d'activité dans lequel on exerce, c'est tellement structuré que vous ne pouvez qu'être transformé. Cette transformation, c'est le socle de comment je fonctionne aujourd'hui. Je ne saurais comment tricher sur la qualité, parce que à Schlumberger, c'était plus ou moins le premier détail qu'on observe dans tout ce que vous faites. Il faudrait que ce soit fait avec qualité. D'accord. Parlons d'Aza Group. Aza Manufacturing, qui est la chaîne de fabrication des bouteilles. Vous avez mis sur pied l'une des rares usines camerounaises normalisées de cylindres GPL, ayant une production minimale de 1500 bouteilles de gaz par jour. Qu'est-ce qui a motivé l'implantation de cette usine, spécialement à Douala, à Bonabéry? Bon, vous allez remarquer que le secteur du gaz au Cameroun est très tributaire de la bouteille de gaz. Surtout que l'interchangeabilité n'est pas fonctionnelle. C'est-à-dire qu'une ménagère qui a une bouteille de couleur orange ne peut pas à tout moment aller remettre la bouteille orange et prendre une bouteille jaune ou une bouteille verte de Afrigaz. Alors, ayant remarqué cela, je me suis rendu compte juste qu'il y avait beaucoup de contraintes quant à l'importation des bouteilles de gaz, puisque tous les marketeurs importent les bouteilles de gaz. Alors, l'opportunité s'est dessinée clairement. Après 10 ans, pratiquement 10 ans dans la distribution du gaz, cette opportunité s'est dessinée. C'est une dérivation carrément de l'activité de distribution du gaz. Donc, on a monté l'usine, on l'a fait financer rapidement, et aujourd'hui, elle est la seule dans toute l'Afrique centrale d'ailleurs, qui a pignon sur rue. Wow. La plus importante entreprise de votre groupe s'appelle Afrigaz. Vous êtes impliqué dans la commercialisation et la distribution de GPL dans les 10 régions du Cameroun. Oui. Quelle est la valeur ajoutée, s'il fallait qu'on dise quelque chose? Quelle est la valeur ajoutée, la particularité des bouteilles du produit Afrigaz distribué dans les 10 provinces dans les 10 régions dans les 10 régions, autant pour moi, du Cameroun, comparé aux autres marketeurs. Nous avons déjà dans le fondement de la société, nous avons adopté un principe différent. Initialement, on voulait vendre le gaz au kilogramme, c'est-à-dire permettre à la ménagère de pouvoir voir la quantité de gaz qu'on met dans sa bouteille. Mais ce pan du projet a connu un certain nombre de freins dus au contexte dans lequel on est. Néanmoins, Afrigaz est la seule compagnie aujourd'hui au Cameroun qui a multiplié les mini-centres emplisseurs. Et les mini-centres emplisseurs, c'est des centres qu'on a construits dans différentes régions pour permettre que le gaz soit rendu disponible plus rapidement chez les ménagères. Et avec cette stratégie, nous avons étendu notre marché vraiment rapidement. Ça, c'est la première différence avec les autres marketeurs qui, eux, remplissent leurs bouteilles exclusivement chez SCDP. Et l'autre chose, c'est la qualité. D'accord. Je crois qu'au niveau de la qualité, on n'a pas failli. Et c'est véritablement le véhicule principal de Afrigaz. Toutes les ménagères, lorsqu'elles commencent avec Afrigaz, elles ne changent pas. Elles vont vous dire, non, ma bouteille est verte, je pense que c'est Dieu qui l'a envoyé. Sans publicité, bien sûr. Alors, est-ce que le GPL, le gaz pétrole liquéfié, est un produit exploité par les industriels et les particuliers dans leur activité? Le GPL est gaz de pétrole liquéfié, comme ça s'appelle. C'est le principal combustible propre pour les ménages. Il l'est aussi pour les entreprises, pour certaines entreprises. En général, les entreprises vont aller avec le gaz naturel. Mais au Cameroun, le gaz naturel n'est pas encore assez développé. Le gaz de pétrole liquéfié est utilisé tant par les industriels que par les ménagères. On trouve aussi dans les hôtels, on trouve l'utilisation du gaz domestique dans les hôpitaux. Donc c'est un produit nécessaire pour le quotidien des êtres humains. D'accord. On a remarqué que vous avez également plusieurs stations d'essence. Combien est-ce que vous comptez actuellement? On compte environ 5 stations-service pour la distribution des carburants. En fait, on a basculé dans la distribution de l'ensemble des produits pétroliers parce qu'on s'est rendu compte d'une certaine opportunité
la capacité de créer des épicentres de distribution du gaz, parce que notre produit phare reste le gaz domestique. D'accord. Et dans beaucoup de localités, on doit louer les sites, on doit louer des magasins et tout. Or, on s'est rendu compte qu'on peut gérer notre distribution du gaz à partir des stations-service. Donc aujourd'hui, stratégiquement, on construit les stations-service dans les localités où on a un bon marché de gaz, qu'il soit potentiel ou réel. Donc on s'installe et on développe le marché de retour. Ok. On aimerait comprendre comment s'articulent les prix au niveau de la pompe. On va profiter pour prendre quelques cours. Comment les prix sont fixés? Déjà, nous n'avons pas beaucoup de manœuvres sur les prix du gaz domestique autant que sur les prix des carburants. D'accord. Vous savez que c'est des produits qui sont subventionnés et qui sont contrôlés. Donc le gouvernement fixe le prix à l'achat et fixe le prix à la vente. Donc on a une marge marketeur qui nous permet de travailler. Là-dessus, on n'a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai, si on m'avait demandé mon conseil, j'aurais suggéré au gouvernement de libéraliser complètement le secteur. Mais on est dans le secteur de l'énergie et le gouvernement a le droit de monitorer le prix comme il veut. Néanmoins, il reste clair qu'aujourd'hui, le prix qu'on paye pour la bouteille de gaz au Cameroun est beaucoup moins que ce qu'on devrait payer par rapport à la subvention que le gouvernement apporte. Et cette subvention, d'ailleurs, pour aller plus loin, impose la quantité du gaz que le gouvernement met à la disposition des marketeurs. Donc, la demande reste toujours plus forte par rapport à l'offre, parce que l'offre est conditionnée par la capacité à subventionner. D'accord. Alors, on va aborder une autre situation, celle liée aux incendies. C'est un véritable challenge au quotidien, neutraliser les bouteilles de gaz en cas d'incendie, parce que tout de suite après, c'est une explosion qui peut surgir. On a des pompiers qui risquent leur vie, on a des maisons qui partent en fumée parce qu'on n'a pas pu neutraliser en amont ce gaz, une bouteille de gaz. Est-ce que d'après vous, y aurait-il des techniques, y aurait-il une pratique qui devrait se faire pour sécuriser les bouteilles de gaz? Bon, déjà, le gaz domestique est un produit hautement explosif. D'accord. C'est-à-dire qu'en présence de chaleur, le gaz qui est dans la bouteille se vaporise rapidement et la bouteille ne pouvant plus contenir ce volume de vapeur, explose. Il va forcément avoir explosion. Donc, quand il y a incendie dans un domicile, ce qu'on recommande très très rapidement, c'est que s'il y a des gens dans la maison, s'ils connaissent où se trouve la bouteille de gaz, il vaut mieux qu'ils déconnectent la bouteille, qu'ils la balancent dehors. D'accord. Qu'ils la balancent dehors, avant que le feu n'envahisse totalement. Si jamais le feu a déjà envahi tel qu'on ne peut pas sortir la bouteille, là il est tard. Je crois que les sapeurs-pompiers connaissent les techniques désormais pour rentrer, voir si la bouteille n'a pas encore explosé et puis la sortir. Parce que ça prend un temps quand même. D'accord. Entre l'instant où il y a un grand feu et l'instant où ça explose, il y a quand même un temps. Mais là, c'est vraiment du domaine des sapeurs-pompiers. Néanmoins, je vais revenir en arrière pour dire qu'il y a des incendies ou des explosions qui sont provoquées par des malfrats. Vous savez, très souvent, dans nos quartiers et sous-quartiers, il y a des gens qui achètent des bouteilles de gaz, qui vont dans des conteneurs, qui font des petites malversations pour transvaser. D'accord. Et très souvent, ils finissent par exploser dans leurs conteneurs avec cette pratique. Eh bien, moi, je leur dis d'arrêter de faire cette pratique parce que c'est très dangereux, puisque un volume de gaz en phase liquide prend 270 volumes au moins de gaz en phase vapeur. D'accord. Donc, lorsqu'il y a des petites fuites, ils n'ont pas l'impression que ça envahit, mais très rapidement, l'ambiance dans laquelle ils se trouvent se sature. Et à la moindre étincelle, il y a incendie. Du coup, je demande à tous ceux qui manipulent le gaz dans les sous-quartiers, ils ne sont pas des professionnels. Le gaz, quand il quitte l'usine, ne peut qu'aller dans la cuisine. Fumer, c'est interdit dans les stations d'essence. Bien entendu. On est tous d'accord qu'il y a une incompatibilité entre les flammes et l'essence. Effectivement. Mais on aimerait quand même comprendre pourquoi interdire l'utilisation du téléphone. Parce que, vous savez, la vapeur d'essence est juste aussi, est un combustible aussi. Ok. Et dans certains environnements, la vapeur peut être en grande quantité. C'est-à-dire on est en train de pomper l'essence et on a un retour de vapeur, surtout dans les pays froids.
on a un retour qui peut être consistant. Et donc, si vous avez le téléphone en main, c'est, vous savez, quand vous avez le téléphone, vous avez un certain nombre d'impulsions électriques. Et il peut y avoir un arc électrique dans le téléphone. Okay. S'il y a un arc électrique, instantanément, ça va exploser. Donc, c'est pour ça qu'on demande de ne pas utiliser le téléphone à côté des... Et c'est principalement pour le carburant super, parce que pour le pétrole et le gazole, la vapeur est beaucoup moins présente. D'accord. C'est moins volatile. Y aurait-il un espoir pour le Cameroun? Vous avez mentionné tout à l'heure l'utilisation du gaz naturel, qui présente quasiment très peu de risques. Y aurait-il un espoir pour le Cameroun d'arriver à cela, pour que les ménagères désormais passent à l'utilisation du gaz domestique? On observe cette pratique dans les pays assez développés. Ne plus utiliser les bouteilles de gaz, mais procéder par d'autres moyens. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun, comme tout pays sur la Terre d'ailleurs, est dans un processus continu de développement. D'accord. En l'état actuel des choses, je vois mal le gaz naturel en train d'être utilisé dans les ménages. Parce que vous avez des quartiers comme Bepanda, vous avez Mokolo, des quartiers touffus comme ça où il n'y a pas de plan de construction, il n'y a pas de viabilisation propre, il n'y a pas de plan de lotissement, il n'y a rien. Alors, faire passer les tuyaux sous la maison de quelqu'un pour aller brancher chez quelqu'un d'autre, je pense que c'est difficile. Ça sera compliqué. Ce sera très compliqué. Même quand on va à Bonanjo ou à Bonapriso, où les maisons semblent plus ou moins tracées, vous allez vous rendre compte que les maisons en bordure de route, c'est bien tracé, mais derrière, vous avez les mêmes taudis. Donc, je crois que le gaz naturel va prendre un peu de temps, d'ici à ce que notre plan d'urbanisation soit un peu plus ficelé, et on peut en arriver à ça. Mais nous avons une solution au niveau d'Afrigaz qui aide à anticiper sur cela. Parce que les bouteilles de gaz dans la maison, en général, c'est dangereux. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Bon, nous, on le fait parce que, bon, les maisons, généralement, c'est un studio, ça va une être chambre, compliqué salon parce que les personnes qui vivent en appartement... Voilà. Dans les appartements, on a des solutions pour les appartements. Normalement, on met une bonbonne au pied de l'appartement, bonbonne de gaz, qui peut contenir l'équivalent de jusqu'à 100 bouteilles. Et on passe des tuyauteries dans les appartements. Okay. Nous avons passé la publicité tout récemment pour communiquer sur cette opportunité. On a pour les villas et les restaurants les mêmes bonbonnes. On l'installe hors du restaurant et on passe des tuyauteries, tout comme pour les entreprises. Donc je pense que c'est une solution qui anticipe très bien sur l'avènement du gaz naturel. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions. En tout cas, c'est bien noté. On va passer à une autre étape, c'est le coaching. Comment reconnaître une bouteille pleine? Ok, c'est une préoccupation quotidienne. C'est une préoccupation du gouvernement aussi, c'est une préoccupation des marketeurs. On a demandé à tous les redistributeurs, tous les détaillants de gaz d'avoir une balance qui peut permettre à la ménagère de porter sa bouteille posée sur la balance et de vérifier. Mais la ménagère ne connaît pas la taille de la bouteille. Donc elle n'a vraiment pas grand-chose pour savoir si cette bouteille, au poids qu'elle voit, est normale. Mais j'ai une petite technique que je conseille toujours. Je demande aux gens de verser un peu d'eau sur la bouteille de gaz. D'accord. Comme ça, elle coule et il laisse 1 minute, le temps que l'eau se sèche. Au-dessus, ça va se sécher complètement, mais le niveau du gaz, vous allez avoir des petites bulles, donc ça ne sera pas complètement sec. Parce que le gaz en phase liquide est beaucoup plus froid que le gaz en phase vapeur. Ça, c'est une technique. Donc cette froideur-là permet de garder des petites bulles sur le corps de la bouteille. Et avec ça, vous pouvez savoir si votre bouteille est remplie à peu près à 80-85%, comme c'est requis. Je crois que je vais me lancer n'hésitez pas, vous allez être surprise agréablement. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez certainement. On attend de vous un commentaire. Mais avant, regardons cette vidéo. Je l'ai voulue fine et légère, racée et élégante. J'ai pris le temps d'en sélectionner les meilleurs ingrédients et j'y ai ajouté tout mon savoir. Pour créer cette bière de grande classe, au goût inimitable, il m'a fallu du temps.
Il m'a fallu l'expérience de toute une vie, de toute ma vie. Alors, je lui ai donné mon nom, Kadjibir. Il a fallu du temps. On se rappelle encore cette magnifique publicité du feu Kadi Defosso. Elle était assez particulière, elle a marqué notre génération. Il a fallu du temps. Effectivement. S'il fallait faire un commentaire à l'endroit de M. Kadi Defosso, qui est décédé. Humilité, le père Kaji, c'est un monument. Quand nous parlons des millionnaires au Cameroun, ce n'est pas à l'échelle des millionnaires américains, mais pour notre pays, c'est vraiment un modèle. C'est un modèle d'homme riche, c'est un modèle d'homme de grand cœur, c'est même un modèle d'homme politique, parce que je crois que le père Kaji, dans sa fougue, a fait plusieurs choses, mais il nous a surtout laissé beaucoup de défis. Parce qu'il nous a appris à faire, à aller jusqu'au bout de tout ce qu'on commence. Et il a traversé plusieurs périodes, de l'avant-indépendance jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la phase où nous nous considérons aujourd'hui comme étant en décadence ou alors peut-être en pleine explosion. Mais Père Kaji a survécu ces trois époques en travaillant dur, oui, et en excellant, en bâtissant. C'est un exemple à suivre dans notre pays. En tout cas, on en profite pour lui faire hommage. Hommage à lui, je crois que c'est avec beaucoup de regrets qu'il nous a quittés. Ouais. Mais il a vécu son temps, parce qu'à 95 ans, je crois qu'il allait se reposer. D'accord. La prochaine personne, Monsieur Christophe Sielenou. Monsieur Christophe Sielenou, qui m'appelait petit frère. C'est le premier Camerounais à rentrer dans la distribution du gaz domestique en tant que national. D'ailleurs, à son époque, les nationaux n'étaient pas autorisés à distribuer le gaz. C'est lui qui amène le gaz au quartier, parce que le gaz était exclusivement distribué en station-service. C'est lui qui amène le gaz au quartier. C'est véritablement un battant. D'accord. On le regrette encore aujourd'hui dans le secteur. Je crois qu'il y a beaucoup de désordres qui s'installent dans le secteur du gaz domestique aujourd'hui qu'on n'aurait pas connu s'il était encore vivant. Ouais. Le président Donald Trump. Ouais, Donald Trump, c'est mon modèle d'homme. Je l'aime beaucoup, j'admire ses prises de décision. À l'exemple, aujourd'hui, Donald Trump a mis les factures sur toutes les tables. La table de l'OTAN, la table de la Malaisie, je veux dire, tous les pays qui sont protégés par les Américains payent une facture pour ça aujourd'hui. Avant, c'était un peu comme ça. Il est en train de relancer l'économie américaine. Vous voulez vendre un véhicule aux États-Unis, il vaut mieux le fabriquer sur place. Comprenez donc, c'est un exemple de leader pour moi. Sur le plan social, peut-être qu'on ne l'aimerait pas trop parce que, bon, il a eu son passage dans les affaires et il a ses relations avec les femmes et tout ça, mais ça fait son identité. Je crois que Donald Trump, c'est un exemple de président pour moi. Qu'est-ce qui expliquerait la pénurie du gaz? La pénurie du gaz dans notre pays peut être justifiée par plusieurs choses, mais d'ores et déjà, je préfère dire aux Camerounais que le gaz domestique étant un produit subventionné, le gouvernement définit chaque année le montant de la subvention. Et ce montant de la subvention impose la quantité de gaz qu'on mettrait à la disposition des populations. Okay. Généralement, cette quantité est inférieure à la demande. Parce que la demande exprimée aujourd'hui va se situer autour de 150 à 200 000 tonnes de gaz. La fourniture autour de 100 000 tonnes de gaz. Parce que le gouvernement ne peut subventionner que cette quantité-là. Mais si le gaz était suffisamment vulgarisé, on irait même jusqu'à 400 000 tonnes de gaz. Il faut regarder la Côte d'Ivoire, les quantités qu'ils consomment. Il faut regarder le Maroc. Il faut regarder. Je veux dire que beaucoup de pays de la sous-région, qui sont de même taille que nous, oui, consomment 4-5 fois plus de gaz que nous. Donc la pénurie est d'abord conjoncturelle, elle est liée à la capacité du Cameroun à subventionner. Mais il y a aussi une pénurie
qui est structurel. C'est-à-dire que, comme on a plusieurs marketeurs et qu'on ne peut pas interchanger les bouteilles, pendant que Afrigaz a encore du gaz, SCTM n'en a plus à vendre. Conclusion, les clients de SCTM ne trouvent pas de gaz SCTM. Oui. Et ils vont dire qu'il y a pénurie. Oui. Il y a une autre pénurie qui est, je dirais, stratégique, mais une stratégie malsaine. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une autre compagnie, Alpha, qui a du gaz, qui décide de fermer ses portes, dit il n'y a pas de gaz, sauf si tu veux passer par derrière, et comme ça, je te donne avec 500 francs de plus. Ah, ça. Donc, il y a encore ce genre de personnes qui manipulent la disponibilité du produit afin de se faire un peu d'argent et tout. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier le manque de gaz. D'accord. Vous avez mis sur pied un centre de formation situé à Dibamba avec des équipements, une belle infrastructure. Est-ce que c'est déjà opérationnel? Bon, le centre, à l'heure qu'il est, le centre de formation est en construction. On a en train de déblayer le site parce qu'on a 5 hectares de terrain à déblayer. En réalité, c'est un centre de formation technique de formation pour les conducteurs d'engins, de chauffeurs camions, de chauffeurs autobus, etc. Alors, d'où vient l'opportunité? Pendant mon séjour à Schlumberger, nous, on envoyait former nos chauffeurs camions, nos transporteurs en Europe. D'accord. Il n'y a pas de centre de formation de ce type dans toute l'Afrique subsaharienne. Wow. Dangote a un petit centre pour former ses chauffeurs, c'est vraiment un centre interne à sa structure. Donc, du coup, on remarque sur nos routes que les chauffeurs camions, les chauffeurs de bus sont formés sur le tas. C'est-à-dire ils sont d'abord motoboy pendant 10 ans et après ça, ils prennent le volant et puis finalement... Alors, dans un pays comme le nôtre où 95% de marchandises sont transportées par route, 100% de chauffeurs sont formés sur le tas. Vous imaginez donc que chaque jour, il y a un conducteur qui n'est pas formé, qui transporte 200 millions de francs de marchandises, qui se met sur une route et qui met la vie de centaines de Camerounais en danger. Conclusion, on a ce qu'on a tous les jours, des accidents, des décès, etc. Alors, non seulement c'est une opportunité, mais pour nous, c'est une façon de contribuer à développer ce secteur d'activité, le transport. D'accord. Est-ce qu'il sera ouvert au grand public? On souhaite que le centre soit ouvert d'ici la fin de l'année. Donc, il y a plusieurs constructions à faire. Il y a des dortoirs pour les chauffeurs parce qu'on voudrait les prendre complètement en formation pendant 6 mois à 1 an. Ceux qui viendront en recyclage doivent habiter sur le site parce qu'on les forme de la mécanique à l'économie, au droit, au civisme, etc. Donc, c'est plusieurs modules de formation qui sont vraiment taillés pour donner aux chauffeurs des outils nécessaires pour conduire son véhicule, pour apprécier chaque situation. D'accord. Parce que très souvent, vous allez voir un chauffeur qui est chargé de 150-200 millions de marchandises, discuter la route avec une moto ou avec un petit taxi. Je crois qu'il y a un problème de formation fondamentale qui se pose. Est-ce qu'au sorti, vous comptez délivrer des attestations? Comme c'est un centre privé qui ne délivre pas les permis de conduire, on va délivrer des sortes d'attestations, mais nos produits ne seront pas lâchés dans la nature. C'est des gens qu'on va former, mais qu'on va suivre. Parce qu'à la sortie de la formation, un gars peut être parfait, et à cause de la boisson, du mauvais comportement, il amène voilà. Donc on va encadrer et suivre ces chauffeurs après. Parlons du secteur du pétrole et du gazier. Est-ce que d'après vous, il est assez accessible au Cameroun? Là, je parle de l'acquisition des licences. Bon, si on parle du secteur pétrolier dans la phase de la distribution, oui. Je crois que le gouvernement a rendu l'accès aux agréments assez facile. On trouve des commerçants qui sont détenteurs d'agréments et qui commencent à construire des stations-service comme des boutiques et tout. On trouve plusieurs personnes qui rentrent dans le secteur aujourd'hui parce qu'ils ont l'impression que c'est un secteur qui paye. Ah, ça. Donc moi je pense qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière et qu'on mette un peu de tri à l'entrée du secteur. Parce qu'il y a beaucoup de désordre dans le secteur.
c'est un secteur accessible, c'est une opportunité pour les jeunes Camerounais, mais il faut être formé. Il va falloir filtrer. Il faudrait filtrer. Il faut entrer dans le secteur pour faire un métier. La distribution du gaz, c'est un métier. Parce que nous, à Afrigaz, nous faisons de l'installation d'un système de mise à la consommation du gaz à l'installation de systèmes de mise à la consommation du gaz pour l'industrie. Il y a une certaine expertise. Oui. Des tuyauteries qu'on installe, après un certain temps, il faut les démonter et remplacer. Dans des systèmes plus grands, on installe des vaporisateurs. C'est des termes qui ne sont pas connus du Camerounais classique. Donc c'est tout un métier. C'est tout un métier. S'il fallait parler des difficultés dans votre carrière en tant qu'entrepreneur, je dirais simplement que au Cameroun, comme partout d'ailleurs, il n'y a que des difficultés quand on est homme d'affaires. Mais la capacité à surmonter ces difficultés fait la différence entre un homme d'affaires et un autre. D'accord. Dans le cas particulier du Cameroun, c'est un peu regrettable que la plupart des fonctionnaires qui sont à la prise des décisions quant aux facilitations, quant aux mesures d'accompagnement des projets et tout, c'est des fonctionnaires qui sortent de l'UNAM, qui n'ont pas beaucoup de formation du terrain, qui ne sont jamais frottés à un entrepreneuriat, à rien. Du coup, les décisions qu'ils prennent, ou alors à la phase d'implémentation, ils se comportent comme si c'était un don qu'ils faisaient aux entrepreneurs. Pourtant, la petite et moyenne entreprise dans tous les pays est supposée créer plus de 50% des emplois. Donc, les difficultés que ces fonctionnaires créent entre les textes mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, ces difficultés-là ralentissent l'essor économique. Ça ralentit complètement l'essor, le développement industriel. Le taux de chômage est encore assez élevé au Cameroun. Est-ce que vous, vraiment, d'après vous, avec votre expérience, y aurait-il un secteur à recommander à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Le Cameroun est une terre d'opportunités. Nous avons un pays qui a pratiquement tous les climats, qui a tout type de végétation, qui est vierge, à mon avis, qui est vraiment vierge, allant du secteur pétrolier au secteur de l'élevage, à l'exemple de Mamadou Ampoulo qui a fait tout l'argent dans le sol. Je dis, tout reste vierge. S'il me fallait adresser la problématique du taux d'emploi, je dirais simplement qu'il faut revenir en arrière et voir comment est-ce qu'on forme les jeunes Camerounais. Parce que tout le monde va à l'école pour avoir une licence ou une maîtrise, et puis on s'arrête là. Très peu d'enfants vont, à partir du cours moyen 2, décider d'aller faire une formation technique, apprendre à faire un métier. Donc il n'y a pas les métiers au Cameroun. Or, c'est dans les métiers que se trouvent la plupart des PME. Des métiers de menuisier, nous importons tout ce qui est menuiserie. On importe les interrupteurs d'électricité, les câbles, on importe tout. Tout ce qui peut être transformé sur place, on a le caoutchouc, on a de l'eau à profusion. Je dis, il n'y a que des opportunités au Cameroun. Je ne connais pas de secteur où je ne recommanderais pas à un jeune ou à un autre de s'investir. Si les gens voudraient qu'on discute en off, je pourrais bien prêter une oreille à ce qu'on puisse échanger, mais c'est vraiment plein. Si je pouvais faire les 95 ans que Père Kaji a fait sur Terre, je pense que je bâtirais beaucoup plus, parce qu'il y a tellement d'opportunités. D'accord. Il y a tellement d'opportunités. Et le seul message à passer à tous les jeunes, c'est quand on veut saisir une opportunité, il faut être très endurant, parce que de toutes les façons, ce n'est pas facile d'être son propre employeur. Il faut pouvoir se payer un salaire, il faut pouvoir se nourrir, ainsi de suite. Il faut être endurant, il faut être patient, il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Il faut véritablement aimer ce qu'on fait parce que... Être passionné. Il faut être passionné parce que quand on est passionné, des solutions viennent. Vous comprenez? Des solutions fusent de partout. Si vous dormez, vous pensez à une solution, à un problème que vous avez eu en journée, et le lendemain, vous l'implémentez. Donc, il faut cette passion-là. Et il faut surtout la détermination de réussir. Et dans la détermination, on va se retourner vers les formations qu'on n'aurait pas eues. On va apprendre à faire son électronique soi-même, on va apprendre à mettre ses caméras soi-même pour surveiller,
on va apprendre à faire sa comptabilité soi-même. Donc, je pense qu'il y a tout un set de formations à prendre lorsqu'on voudrait saisir une opportunité. Mais il y en a. J'ai quand même envie de revenir sur le gaz. D'après vous, en combien de temps peut-on mourir d'intoxication de gaz? Le gaz de pétrole liquéfié n'est pas un produit toxique. D'accord. Il n'est pas toxique. On peut l'inhaler, le rejeter, il n'est pas toxique. C'est pour ça qu'au niveau de la raffinerie, on rajoute un odorant pour permettre que le gaz soit détectable. Donc lorsque le gaz sent, vous allez humer cette odeur qu'on a rajoutée là. C'est une odeur assez forte. C'est une odeur assez forte pour qu'il soit détectable facilement. D'accord. Donc, à l'état nature, oui, c'est fait exprès. À l'état nature, le gaz domestique ne contient aucun odorant. Ça ne sent pas du tout. Par contre, il est hautement explosif. C'est-à-dire, si vous inhaliez le gaz et qu'on claque une bûchette, la flamme va aller chercher cela dans votre ventre. Tout va être brûlé. Et c'est un feu instantané. Donc, le gaz lui-même n'est pas toxique. Vous n'allez pas... Si vous en respirez beaucoup, bien entendu, ça va remplacer l'oxygène. Il y aura un peu de gêne. Vous allez être dizzy. Mais ce n'est pas toxique. Ça ne va pas vous tuer. En tout cas, c'est bon à savoir. Vous avez consacré cette année 3 milliards de francs CFA à l'installation, entre autres, de 2 centres d'emplissage à Bafoussam, à Kribi, au Cameroun. Que comptez-vous faire concrètement? Notre politique a toujours été de doter chaque région d'un mini-centre emplisseur de gaz. Parce que dans les mini-centres, vous avez une rotation plus ou moins rapide et puis une certaine autonomie de gaz pour la région, pour la localité. Donc, mais le centre de Kribi vient à point nommé, puisque actuellement le gouvernement met à disposition au niveau de Bipaga, à Kribi, du gaz. Donc c'est plus facile pour nous de le faire conditionner à 2 pas. Bafoussam, pareil, on avait un premier centre dans la Ménois, on l'a démantelé parce que ce n'était pas très accessible. Donc on est en train de déplacer sur Bafoussam pour pouvoir couvrir ou suppléer au cas où la SCDP ne pourrait pas toujours satisfaire. Mais dans notre politique, on est supposé mettre un centre emplisseur dans chaque région. L'investissement, le volume est réel. On est en train de mettre en place environ 3 milliards de financement pour délocaliser notre usine de production principale, mais surtout pour construire ces centres-là et pour financer certains grands projets qu'on a. D'accord. Est-ce que vous comptez diversifier votre activité et vous lancer, j'ai cru lire quelque part, vous lancer dans l'immobilier par exemple? Bon, l'immobilier n'est pas un secteur dans lequel j'aimerais vraiment faire. Bon, en tant qu'homme d'affaires au Cameroun, on est toujours appelé à avoir un certain volume d'immobilier parce que les banques sont friandes de l'immobilier quand elles vous font des prêts. Mais ce n'est pas vraiment une destination que je privilégie. Par contre, oui, bien entendu, on va diversifier parce que là, on est plus ou moins en train de saturer dans ce qu'on fait dans le gaz. On est numéro 2 sur le marché. On a une présence dans toutes les régions dont le marché ne peut que grandir par rapport à la croissance naturelle. Le marché est en train de s'étendre. Mais on compte aller dans les pays voisins, en Centrafrique, au Gabon très prochainement certainement. Au Tchad, on a nos produits qui sont sur le marché. Donc on a une ambition claire d'expansion. On est à la fin, on est presque à la fin de cette émission. Mais avant de partir, est-ce qu'il serait possible de donner quelques conseils à ces jeunes, ces personnes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer dans les affaires, vous qui êtes quand même avec beaucoup d'expérience, s'il fallait passer un message fort à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, vous direz quoi? Je dirais simplement que avoir de l'ambition, c'est bien. Le chemin de l'entrepreneur est un chemin assez tortueux. Vous avez mentionné au début de l'émission que j'avais une vie paisible aux États-Unis, je gagnais bien ma vie et tout, mais j'ai tout abandonné pour revenir au Cameroun. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive, bien entendu, on a investi le peu de fonds qu'on avait et vous savez, en début d'investissement, on doit être vraiment modeste.
Par exemple, le bureau que j'ai pris à Bonanjo à l'époque, c'était un appartement de 3 chambres dans un immeuble d'habitation. Mais j'ai découpé et j'habitais dans une chambre dans le bureau. Pendant près de 2 à 3 années d'ailleurs, je n'avais pas encore de véhicule. Je mangeais ici à Bali, au trottoir de Bali, sans publicité. Je n'allais pas plus loin que ça parce que ça devait me coûter non seulement du temps, mais de l'argent pour aller plus loin en ville. Donc, on est obligé de serrer la ceinture. Parce que quand on est vraiment déterminé, on ne regarde pas les circonstances actuelles. On regarde le futur, on se projette dans l'opulence qu'on est en train de viser. Et d'ailleurs, si c'était évident, vous pouvez être sûr que tout le monde s'y trouverait. Dans tous les pays du monde, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. D'accord. Non. Pour revenir sur le titre de l'émission qui est Believe in Africa, le Cameroun est une véritable terre d'opportunités. Et mon message est simple. Je demande aux jeunes de regarder les secteurs pour lesquels leur cœur vibre vraiment, de saisir l'opportunité qu'ils souhaitent et de suivre leur chemin là-dedans. Et le chemin va être un chemin vraiment difficile. Il n'est pas possible de créer une entreprise et de commencer à faire du profit avant la 3e année. D'abord, les statistiques dans le monde disent que sur 100 entreprises créées, à peine 10 peuvent survivre la 3e année. Et c'est standard partout. Pourquoi? Parce que très souvent, ceux qui viennent dans l'entrepreneuriat pensent que voilà, leur titre de DG va leur produire de l'argent instantanément. Ce n'est pas le cas. D'abord, le titre de directeur général, je n'aime pas le porter. Pour la simple raison que je suis ingénieur, je suis quelqu'un du terrain, j'aime bien faire, j'aime bien être actif. Donc, quand vous créez votre entreprise, vous avez un temps d'endurance. Vous avez à mettre la main à la pâte. Ne passez pas pour le directeur général qui reste dans un bureau et qui attend que les employés viennent rendre compte. Vous devez être sur le terrain, vous devez vous mouiller normalement. Donc, pour finir, je vais simplement dire aux amis de la diaspora, beaucoup veulent rentrer au Cameroun et ont peur. Il n'est pas plus facile là-bas qu'ici de saisir une opportunité de percer. D'ailleurs, il est plus facile dans l'environnement dans lequel on connaît quelques personnes de se faufiler. Il est plus facile de se retrouver. Et surtout que chez nous, on a encore cette chaleur africaine qui fait que si vous êtes vraiment fauché, il y a toujours un oncle ou un cousin qui va vous filer un petit coup de main. Donc, je crois que l'opportunité, c'est ici. On espère compter plusieurs entrepreneurs comme vous pour enfin nous sortir de l'ombre. On est fiers de vous, on est fiers de compter des personnes comme vous dans ce secteur. Merci Ozane, merci pour les mots très particuliers. Mais je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je pense simplement que je suis parti dans l'entrepreneuriat avec un certain nombre de principes simples. Vous savez, la première valeur d'un homme, c'est sa crédibilité. Et quand vous êtes crédible, c'est vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et cette crédibilité doit se bâtir. Tous les hommes d'affaires qui vont commencer au Cameroun ou ailleurs vont penser à tort qu'il faut jongler avec les impôts, qu'il faut corrompre aux douanes pour sortir ses marchandises, etc. Mais là, je m'inscris en faux, carrément. Parce que lorsque vous commencez ainsi, eh bien, il y a un monsieur aux douanes, il y a un monsieur aux impôts qui vous tient. Et votre crédibilité vient de perdre un coup. Et au fur et à mesure que vous multipliez des scènes comme celle-là, eh bien, vous décrédibilisez votre ambition. Donc, je crois que je vais commencer par dire que la première qualité d'un bon homme d'affaires, c'est d'être correct. Ne vous posez pas les questions. À quoi sert l'argent que je paye aux impôts? Payez vos impôts. À quoi sert l'argent que je paye aux douanes? Ce n'est pas votre problème. Payez vos droits de douane normalement. Le gouvernement fera son devoir. S'ils ne font pas le devoir, au moins vous vous êtes acquitté de votre devoir. Je pense que ces petits facteurs permettent à un homme d'affaires de pouvoir mener son affaire proprement. Et si vous vous rendez compte que ces différentes charges ne vous permettent pas de vivre, eh bien, refaites un business plan. Il faut recalculer votre affaire. Il faut regarder quels sont les facteurs sur lesquels vous pouvez resserrer sans compromettre pour que votre affaire soit
chrono vous porte bonheur. Si vous ne faites pas ça, eh bien vous risquez d'être en train de tourner en rond avec une affaire qui vous fait couler à petit feu sans que vous vous en rendiez compte. Donc, si j'ai un message de fin, je vais surtout dire merci pour l'invitation. C'est un honneur réel. Chaque fois que je peux partager un peu de mon expérience, je n'hésite pas. À mes frères qui sont de part et d'autre, je vais leur dire n'abandonnez pas votre pays. Il y a plein d'opportunités. Soyez juste ferme avec vos principes. Venez faire des choses bien. Ne soyez pas pressés parce que c'est l'argent qui vous appelle. Je vous garantis que si vous faites très bien ce que vous aimez, vous allez gagner la fortune au bout de chemin. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Monsieur François-Xavier Timbiwa, merci infiniment pour votre passage sur Believe in Africa. Ce fut un plaisir de vous avoir. Vous avez trouvé du temps à être là, parler à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent, connaissant votre calendrier chargé. Vraiment, bon vent pour la suite. Merci, Ozan. C'est ici que s'achève ce programme. Merci pour votre fidélité. Restons en compagnie de nos programmes. Ciao, ciao.